Maître Farge, bonjour. Vous êtes, avocat au barreau de Paris et je pense que c'est pas exagéré de dire que vous êtes aussi un citoyen, engagé puisque vous vous exprimez sur de nombreux sujets, qui de fait touchent votre profession, mais en particulier, vous insistez sur la défense des droits, par exemple, des demandeurs d'asile, des femmes battues ou encore des lanceurs d'alerte, qui est justement le titre de votre ouvrage, qui est sorti, je crois, au moment de enfin, comment dire? Du délibéré du procès du Mediator, qui était justement une des grandes affaires, qui impliquait une lanceuse d'alerte, en l'occurrence. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord la démarche qui vous a poussé à écrire ce livre? Puisque je crois que c'est issu d'une expérience personnelle, une mauvaise expérience que vous avez eue, avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le contexte de ce livre? Oui, alors effectivement, merci pour votre invitation d'abord. Alors effectivement, je prends régulièrement des positions publiques sur tel ou tel sujet en lien avec l'actualité parce que je pense que c'est mon devoir d'avocat. Depuis le début de mon exercice, depuis le début de mon métier, eh bien, je défends des lanceurs d'alerte. Alors, je les ai rencontrés, ils sont d'abord venus à mon cabinet un petit peu par hasard parce qu'ils avaient des contentieux prud'homaux ou des contentieux pénaux. Et il Mmh. fallait les défendre. Et j'ai compris petit à petit le dénominateur commun de toutes ces personnes qui revendiquaient des droits, soit devant la juridiction pénale, soit devant la juridiction sociale. Et j'ai compris qu'ils étaient tous des lanceurs d'alerte. Et alors là, j'ai cherché à appliquer le droit en vigueur et j'ai réalisé, malgré le battage médiatique qu'on faisait sur la protection des lanceurs d'alerte, eh bien, que le droit était inapplicable. C'est la raison pour laquelle, depuis 5, 6 ans, j'ai écrit des articles, je suis intervenu dans les médias pour dénoncer cet état de fait que j'ai voulu synthétiser dans un livre. Voilà. D'accord. Et dans ce livre, alors moi, une partie que j'ai trouvée très intéressante, c'est le lien que vous établissez entre la fonction de lanceur d'alerte et la naissance de la démocratie. Et vous parlez notamment de la fonction de lanceur d'alerte dans les sociétés antiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots avant de passer aux affaires plus modernes? Oui, volontiers. Alors, dans le cadre de mes recherches, j'ai réalisé dans la Grèce antique, j'ai voulu savoir quelle était l'étymologie du mot lanceur d'alerte. J'ai réalisé que dans la Grèce antique, puis à Rome, ça s'appelait le sycophante. Et le sycophante est à l'origine de la création du ministère public. Lorsqu'est née la démocratie, on confiait aux lanceurs d'alerte de l'époque, et donc aux sycophantes, de révéler, d'enquêter, de rechercher eh bien, tous les faits qui étaient dommageables à l'intérêt général. Et ensuite, cette fonction, c'est traduite dans ce qu'on a appelé le ministère public, le procureur de la République, qui est aujourd'hui chargé de faire respecter la loi, de faire défendre l'intérêt général. Ça s'est donc professionnalisé. Mais avant que ça ne se professionnalise, qu'on en fasse un métier, dans la Grèce antique, puis à Rome, on appelait ça les sycophantes. Ouais, et les délatores, je crois, du côté romain, mais évidemment, là, Côté ça plaît un romain, peu moins parce qu'il exactement. y a le mot délateur dedans et ça Voilà, résonne mal à nos oreilles, même si ça a été étymologiquement, aussi théorisé sous le terme de pariésiaste par Michel Foucault, si ma mémoire est bonne. Mais l'important, c'est de retenir que le lanceur d'alerte ne date pas d'aujourd'hui, qu'on s'y intéresse de plus en plus depuis 2 siècles et qu'il est devenu, il est véritablement apparu dans l'histoire contemporaine également avec le développement du journalisme. Il y a une corrélation évidente entre l'avènement du journalisme, notamment aux États-Unis, et la multiplication des initiatives des lanceurs d'alerte. Donc, il y a une étroite collaboration et un soutien, si je veux dire, de l'opinion publique, mais aussi des journalistes, qui permettent ce relais de l'opinion publique. ouais. D'accord. Et alors qu'est-ce que je voulais vous demander? C'était oui, donc vous nous parlez d'un droit qui protège les lanceurs d'alerte. En fait, on en a fait un instrument de marketing politique, mais alors pour justement, moi, je l'ai vu du point de vue, bah, de quelqu'un qui regarde les infos et qui entend dire: «Voilà, ça y est, la loi protège les lanceurs d'alerte». Mais vous, vous êtes sur le terrain, vous avez les mains dans le cambouis, on va dire, du droit des lanceurs d'alerte et vous nous dites: «C'est inapplicable». À votre avis, est-ce que le législateur a été de mauvaise foi dans la manière dont il a fait les lois ou est-ce qu'on se heurte tout simplement aux inconvénients très habituels de la bureaucratie française et de la lourdeur administrative, du manque de moyens de la justice? À quoi ça tient cette inapplicabilité? Non, c'est surtout un manque de volonté politique. Je m'explique. Les lanceurs d'alerte s'inscrivent dans le sens de l'histoire. Il y a une multiplication d'initiatives aux États-Unis, puis en France. Là, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a le délibéré du médiateur qui intervient
le 29 dans moins de 10 jours. Donc, le législateur, pour être dans le vent de l'actualité et à peu près en accord avec la directive européenne censée protéger les lanceurs d'alerte qui a été prise, s'est dit, moi aussi, il va falloir que je légifère, que je donne en tout cas l'apparence de protéger les lanceurs d'alerte. C'est pour ça que la loi Sapin 2 a été prise. Mais en réalité, quand vous cherchez à l'appliquer, eh bien, on réalise sur le terrain, quand on est avocat, quand il y a des lanceurs d'alerte qui viennent vous voir, qu'elle est absolument inapplicable. C'est ce que j'explique de la façon la plus simple possible, je crois, dans mon livre, parce que, Oui. qui est un ouvrage de vulgarisation, parce que le terme de lanceur d'alerte et les différents statuts de lanceur d'alerte qui existent en droit français, qui se contredisent les uns les autres, qui sont paradoxaux, pour moi, était un sujet pas compliqué, mais complexe pour le commun, pour les gens qui ne sont pas des professionnels du droit. Et j'ai voulu l'expliquer en des termes très simples pour qu'on comprenne l'hypocrisie politique et les conflits d'intérêts au sommet de l'État qui ralentissent et qui expliquent cette inertie du gouvernement, des derniers gouvernements en tout cas. Et il y a une question où je suis pas sûr d'avoir bien compris la position qui finalement est la vôtre dans le livre. C'est sur alors je dirais pas la rémunération, mais l'indemnisation des lanceurs d'alerte. Par exemple, en matière fiscale, le fait qu'ils puissent, «récupérer» entre guillemets une partie de l'argent qui aura été, recouvré, Ouais. grâce à eux ou même dans d'autres matières. Bah, le fait que comme ils prennent un risque, de perdre leur emploi et de perdre même plus éventuellement, en lançant l'alerte. Donc il serait intéressant dans un sens de les inciter à lancer l'alerte en les dédommageant, en les rémunérant et en même temps, c'est un des principes, je crois, de la loi justement de dire pour être considéré comme lanceur d'alerte, il faut pas avoir la moindre motivation financière et même il ne faut pas pouvoir être compensé, financièrement. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut payer le lanceur d'alerte ou pas? Enfin en tout cas le dédommager. Alors, il faut d'abord savoir que le lanceur d'alerte tel qu'il existe aujourd'hui, le lanceur d'alerte défini à l'article 6 de la loi Sapin 2, ne peut pas être indemnisé. En revanche, un dispositif parallèle, celui des aviseurs fiscaux, que j'appelle moi dans mon livre les lanceurs d'alerte du fisc, lui peut être indemnisé à hauteur du risque pris et des sommes qu'il a permis de recouvrer à l'État. Il faut savoir aussi qu'aux États-Unis, et ça je le témoigne avec des exemples précis dans mon livre, je dis le système des lanceurs d'alerte fonctionne parce que les lanceurs d'alerte sont indemnisés à hauteur du risque pris et des sommes qui permettent de recouvrer. C'est-à-dire qu'on voit depuis une vingtaine d'années que ça fonctionne aux États-Unis parce qu'ils sont indemnisés. En France, moi, mes clients préfèrent, en tout cas moi je leur conseille de ne pas révéler les informations qui sont en leur possession dès lors qu'ils ont un loyer à payer, une famille à faire vivre et qu'on ne leur offre aucune garantie sur la façon dont ils pourront rebondir une fois que ces informations sortent. C'est la raison pour laquelle, moi, il ne me paraît pas insolent de s'inspirer, du système américain et qu'il y ait Mmh. une indemnisation qui soit commune pour les lanceurs d'alerte de la loi Sapin 2, comme pour la viseur fiscale. Il doit y avoir une fusion des différents dispositifs de lancement d'alerte qui existent en France pour qu'ils arrêtent de se contredire les uns les autres. Et surtout de la transparence dans l'indemnisation qu'on fournit. Parce que quand bien même dans le système des aviseurs fiscaux, l'indemnisation reste totalement opaque et à la discrétion d'un ou deux hauts fonctionnaires. D'accord. Et moi, ce qui me frappe aussi, c'est, d'essayer de résoudre, au travers de l'État, au travers de la loi, quelque chose où en même temps l'État nous montre que lui-même n'est pas forcément de bonne foi dans ces sujets-là, dès lors que ça le touche. Parce que ce qui est enfin, vous, dans votre conception justement du lanceur d'alerte, il y a à la fois celui qui va dénoncer, un fraudeur fiscal, mais il y a aussi celui qui va dénoncer l'espionnage, de masse dans le cas de Snowden ou Mhm. d'Assange, bah, c'est très divers les profils des lanceurs d'alerte et lorsqu'on voit que l'État vous dites: «Le système fonctionne aux États-Unis», mais moi j'ai l'impression que lorsqu'Edward Snowden, par exemple, décide d'aller voir la presse plutôt que de passer par le système qui existe, le statut qui existe aux États-Unis pour les lanceurs d'alerte, eh beh, il s'inspire alors je crois que c'était John Crane et Thomas Drake, qui avaient fait la même chose que Snowden 10-15 ans auparavant, qui avaient essayé de respecter les procédures qui existaient à l'époque et dont la carrière a néanmoins été brisée.
est-ce qu'on ne se berce pas un peu d'illusions en se disant, il y aura un système qui permettra de protéger les lanceurs d'alerte s'ils touchent à des intérêts trop gros ou des intérêts en tout cas de personnes trop puissantes et bah, l'État en particulier? Est-ce Alors, qu'il est bien placé pour résoudre, un problème comme ça? non, vous avez raison, c'est la nuance que je mets que je mets dans mon livre quand je parle des États-Unis. Je vous disais tout à l'heure, aux États-Unis, ça fonctionne, il faut qu'on s'en inspire. Effectivement, le cas de Snowden est le contre-exemple parfait. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ça fonctionne parfaitement dans le secteur privé, c'est-à-dire que vous dénoncez du blanchiment, une violation d'embargo, de la fraude fiscale à grande échelle, vous vous présentez devant la SEC ou l'ARS, et là, vous avez un système qui est transparent, qui est extrêmement hiérarchisé, et où vous pouvez obtenir une indemnisation. Déjà, ça fonctionne aux États-Unis, ça ne fonctionne pas en France. Mais effectivement, dans le cas Snowden, quand vous dénoncez des faits qui mettent en cause l'État lui-même, ben, effectivement, dans le texte, dans le droit, dans la Constitution américaine, il y a une protection du lanceur d'alerte, mais qui est évidemment inappliquée. C'est la raison pour laquelle Snowden est satellisé et aujourd'hui réfugié en Russie depuis bientôt une décennie. Mmh. Et pour reparler de la question du risque que prend le lanceur d'alerte, et vous dites justement, bah, il a une famille à faire vivre, il a un loyer à payer et cetera. Est-ce qu'on peut pas imaginer quand même, de faire prendre en charge aussi par la solidarité privée, c'est-à-dire par toutes les personnes qui ont intérêt à récompenser la démarche de ce lanceur d'alerte, bah, le fait, peut-être de lui donner aussi les moyens comment dire? De compenser la perte qu'il a encaissée, Alors, en prenant ce oui, risque. Et est-ce que c'est pas presque moralement plus sain comme décision que les gens mettent directement la main au portefeuille pour récompenser ceux qui ont donné une information, qui a bénéficié à l'intérêt général? C'est peut-être plus facile, peut-être plus objectif que de définir un intérêt général au niveau de l'État qui est oui, mais alors, vous conception un avez peu raison, floue. c'est une belle initiative, mais c'est assez vain. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, en raison du défaut de diligence du gouvernement et du législateur, il y a effectivement, vous l'avez dit, des associations, des organisations non gouvernementales, ou alors des individus qui ont fait fortune en France ou à l'étranger, qui décident de créer des fonds d'aide aux lanceurs d'alerte. Mais c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça aide certaines initiatives, mais on ne peut pas encourager, on ne peut pas considérer que les lanceurs d'alerte sont un levier gigantesque pour la liberté et pour le recouvrement de fonds d'intérêt public si on les limite à des indemnisations qui n'interviennent que dans le cadre privé, même si chacun met la main à la pâte. Ouais. Aujourd'hui, on le voit, il y a une dizaine d'organisations en France qui font ça dans un cadre associatif et désintéressé, mais ça ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle il y a eu cette loi Sapin 2 qui a fait l'effet d'un pétard mouillé, qui est inapplicable et que je plaide et j'explique dans mon livre les réformes très concrètes qu'on devrait prendre et notamment se servir de la transposition de la directive, parce que l'Union européenne s'est prononcée sur cette question du lancement d'alerte. C'est une initiative formidable pour qu'on réintroduise dans notre droit une protection des lanceurs d'alerte. On doit transposer cette directive avant le mois de décembre. Donc là, on a à peu près 6 mois pour le faire. Et tout indique qu'on va faire une transposition à minima, parce que le gouvernement est toujours contre le principe de la protection des lanceurs d'alerte, alors qu'il s'affiche comme un fervent défenseur de ces lanceurs d'alerte qui protègent l'intérêt général. Donc, moi, ce que je dis, on va avoir un exemple criant avec le délibéré du Mediator qui arrive Oui. le 29 mars, qui pourra dire que Irène Frachon n'a pas contribué à l'intérêt général, qu'elle n'a pas sauvé des milliers de vies et qu'elle n'a pas permis, après des années de procédure, d'indemniser des familles de victimes. C'est des initiatives comme celle-ci, dans le domaine sanitaire, mais aussi environnemental et bien sûr financier, qu'il faut permettre de protéger. Et surtout dans le domaine financier, qui est peut-être moins éloquent qu'un scandale sanitaire comme celui du Mediator, mais qui après permet de financer nos réformes et d'allouer, je ne sais pas, au hasard les causes qui me tiennent à cœur et que vous avez rappelé tout à l'heure. Bon, la défense des réfugiés, c'est un puissant fonds
ou les aides aux femmes ou les gilets jaunes qui demandaient quelques dizaines de millions d'euros pour cesser de manifester, ou alors dans le cadre du Grenelle des violences faites aux femmes, en sachant que moi, à mon seul cabinet, si les dossiers de mes clients pouvaient sortir, c'est-à-dire s'ils étaient protégés en amont, c'est entre 8 et 10 milliards d'euros qu'on récupère dans 3 ou 4 dossiers. Donc c'est énorme le potentiel de recouvrement et ce qu'on peut faire avec cet argent dans le cadre de scandales financiers. C'est vrai que théoriquement, on pourrait et en même temps, je vais citer votre livre. À un moment, vous dites que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à ces mots de Henri David Thoreau dans sa Désobéissance civile. Je cite: «L'État n'est doué ni d'un esprit supérieur, ni d'une honnêteté supérieure, mais uniquement d'une force physique supérieure». Donc c'est on est ouais, C'est ouais. l'état profond que je dénonce dans ce livre et j'essaie d'en témoigner dans le respect de mon secret professionnel vis-à-vis de mes clients et de tout ce dont je suis témoin dans l'exercice de mon métier. J'ai cherché à comprendre, en fait, il y a 5 ans, comment on pouvait prétendre protéger les lanceurs d'alerte, que cette protection, finalement, quand on cherchait à l'appliquer, était totalement ineffective, et comment, paradoxalement, se multipliaient pour autant les initiatives de lancement d'alerte. Pourquoi j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir pour partager les faits donc, qui sont en possession. Alors attention, je ne dis pas qu'il n'y a aucun dossier qui ne sort. Il y en a certains de moindre envergure où on arrive à traiter avec l'État. Mais c'est vrai que les plus gros, avec des enjeux colossaux et surtout un risque pour la vie de mes clients, ceux-là ne sortent pas. Ça reste confidentiel. Quand vous dites un risque pour la vie, c'est-à-dire pour leur intégrité physique ou pour, plutôt Oui, leur, oui, pour leur environnement de intégrité vie? physique. Mes clients, Ah clairement, oui, risquent une ça balle va dans la jusque-là, tête. ouais. Ouais. Ils risquent une balle dans la tête. C'est-à-dire que les enjeux qui remettent en cause sont tellement importants que les personnes qui seront mises en cause n'auront plus rien à perdre pour se venger ou pour Ouais. chercher à faire taire mon client. D'accord, oui, oui, donc on est dans des ordres de gravité, enfin, on peut pas faire plus grave effectivement. Pour revenir sur le titre de votre livre, vous dites: «Le lanceur d'alerte n'est pas un délateur». C'est quelque chose, enfin, on en parlait justement l'autre jour au téléphone, c'est quelque chose que vous entendez autour de vous, le fait de traiter le lanceur d'alerte de délateur et de mal le voir? Parce que moi j'entends moins Alors, cette critique, mais il fallait un titre qui parle à tout le monde. Et c'est vrai que dans les dîners en ville, comme dans l'exercice de mon métier, quand on me demande en quoi je me suis spécialisé, quels sont mes cheveux de bataille, eh bien, je dis que je m'occupe des lanceurs d'alerte. Et la question qui revient, l'observation qui revient immédiatement, eh ben, c'est d'associer toute catégorie socio-professionnelle confondue, tout âge, c'est d'associer le lanceur d'alerte à la délation. Et les gens me disent, mais où est-ce que tu mets le curseur entre quelqu'un qui est animé véritablement par l'intérêt général, de celui qui est une balance, qui va dénoncer son voisin qui s'est acheté une nouvelle voiture et qui déclare la moitié de ses revenus. Voilà, c'est ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, qu'il n'y avait aucune confusion possible entre les deux. Alors évidemment, comme le sujet est beaucoup d'actualité, il y a beaucoup de gens qui se réclament lanceurs d'alerte. Je reçois par des 4, 5, 6 courriers par semaine de personnes qui m'expliquent que ce sont des lanceurs d'alerte et que je devrais les accompagner et défendre leur cas. Mais ce tri est aussi bien fait par mon cabinet que par l'État qui n'est pas dupe. Quand on leur apporte des informations de premier ordre, ils apprécient immédiatement. Et il n'est pas du tout question de donner un quelconque crédit à une ville vengeance de voisins ou de commerçants ou d'anciens amants. C'est vraiment des faits qui concernent systématiquement l'intérêt général quand c'est porté à la connaissance de l'État. Et est-ce que c'est pas aussi lié, à la culture française, le fait qu'on n'est pas très à l'aise nous avec la délation? Parce que peut-être qu'on n'est pas très à l'aise avec la règle, en général quoi, on va dire. Alors que je suppose que dans les pays nordiques, mais après je me trompe peut-être, hein, vous allez me dire, je suppose que dans les pays nordiques, ces choses-là sont beaucoup mieux vécues et c'est vrai que, je sais pas, oui, je pense aux pays scandinaves en particulier, où ils ont un peu cette culture de la transparence et oui, et où ils ont je ne sais pas s'ils ont plus de consensus sur ce qu'est l'intérêt général, mais c'est vrai qu'en France, c'est difficile de trouver un accord, sur ce qui mérite de faire l'objet ou pas, d'un lancement d'alerte.
Bah, vous avez raison, c'est la pire période. La notion de délation renvoie à la pire période de l'histoire contemporaine, la Seconde Guerre mondiale, particulièrement en France. C'est pour ça que on a une protection des lanceurs d'alerte qui est plus avancée en Espagne, par exemple, ou en Allemagne. Je connais pas particulièrement le fonctionnement dans les pays nordiques, mais c'est vrai que nous sommes le plus mauvais élève de l'Europe en termes de lancement d'alerte, et ça vient certainement c'est certainement cette cause historique qui l'explique. Cela dit, il y a plus d'un demi-siècle qui est passé et je pense qu'il faudrait passer à autre chose. C'est une autre génération aujourd'hui qui gouverne, qui n'a pas connu la guerre. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose parce que le lanceur d'alerte n'a rien à voir avec le délateur de la Seconde Guerre mondiale. Ça n'a rien à voir. Enfin, oui, la question ne se pose pas, quoi. C'est ce que j'explique dans ces près de 200 pages dans ce livre. Et est-ce qu'aujourd'hui, le concept de lanceur d'alerte, précisément, parce que comme vous disiez, chacun a envie de se réclamer lanceur d'alerte, est-ce que ça peut pas être détourné d'une certaine manière, par exemple, pour des causes trop vagues, du style, bon, moi, pourtant, je suis un grand défenseur de l'environnement à mon niveau, mais quand je vois, par exemple, que certains poussent pour avoir comment dire, des alertes environnementales sur des sujets, un peu trop globaux, un peu trop vagues, du style, on va interdire telle organisation, tel, chantier ou enfin, on va remettre en jeu on va remettre en cause des enjeux économiques importants, pour quelque chose qui est, un peu distant, un peu vague, un peu difficile à prouver ou en tout cas dont les conséquences sont difficiles à mesurer. Si on consacre ça dans le droit, est-ce qu'on risque pas de créer des précédents dangereux et surtout en qualifiant ces gens de lanceurs d'alerte justement? Est-ce qu'on n'abuse pas un peu du concept parfois? Bah, bien sûr, comment dire, si vous voulez, c'est paradoxal de la part du gouvernement d'un côté de dire on va protéger le lanceur d'alerte, on fait la loi Sapin 2, pour la première fois on définit le lanceur d'alerte et soyez certains, on va dorénavant le protéger. Et dans le même temps, exactement, c'est prise la loi protégeant le secret des affaires qui va exactement dans le sens contraire de la protection du lanceur d'alerte de la loi Sapin 2. Donc effectivement, vous avez raison, il y a des effets de mode. Les lanceurs d'alerte vont dans le sens de l'histoire. Donc pour moi, c'est inévitable que beaucoup se réclament lanceurs d'alerte, comme le harcèlement moral était le fourre-tout pratique dans le cadre de contentieux prud'homaux, où il y a des effets de mode. Mais soyez certains que les cabinets d'avocats comme le mien ou les pouvoirs publics, quand on va les voir, on s'entretient dans un cadre confidentiel, font immédiatement la part des choses entre eh bien, le vil délateur qui essaie de négocier les informations qui sont en sa possession et le lanceur d'alerte qui intervient dans l'intérêt général. Oui, donc il faut faire confiance un peu, c'est ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il faut Il faire faut confiance aussi à la examiner, capacité de il faut sélection des examiner les professionnels. pièces qui sont devant vous, le récit de ce lanceur d'alerte, les valeurs qui l'animent, son parcours, et évidemment analyser, exploiter les informations dont il se prévaut pour appuyer son alerte. Ça, c'est en général très très vite fait, hein. On a vite repéré le margoulin du véritable lanceur d'alerte. Mmh. Et je reviens rapidement sur une affaire qui avait particulièrement fait écho, on va dire, dans les milieux libéraux, c'était le cas de Julian Assange, dont vous avez parlé dans les médias. Vous avez fait un commentaire même qui a été repris sur Contrepoint de la décision récente qui a consisté à refuser l'extradition. Mais vous disiez, c'est une décision qui n'a pas été prise pour les bonnes raisons. Cependant, est-ce que Julian Assange avait pas une démarche un peu critiquable dans son jusqu'au-boutisme et son acceptation, par exemple, de mettre éventuellement des informateurs de l'armée américaine ou du gouvernement américain en danger dans des pays du Moyen-Orient, ce que Edward Snowden n'a pas fait. Hmm. Après, je ne sais pas si ça a été Euh, prouvé qu'il y ait pu avoir des gens réellement mis en danger, mais quand même, est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, on va dire? non, moi, je comprends la stratégie jusqu'au boutiste de Assange. Il en a fait le combat de sa vie. Mmh. Aujourd'hui, soit il continue Vous m'entendez?
Oui, tout à fait, oui. Voilà. Soit il continue à défendre ce combat, soit il tombe et il sombre dans l'oubli. Il a raison de continuer à faire valoir sa cause. Maintenant, sur les informations qui étaient en sa possession et qu'il a révélées véritablement au public, moi, je ne connais pas le dossier. Je suis personne pour prétendre qu'il a transmis ça plutôt que ça. En revanche, je constate que l'administration américaine, pour se défendre et le décrédibiliser, a invoqué pour Assange exactement le même argument qu'elle a invoqué pour Snowden, à savoir que Snowden n'était pas quelqu'un animé par la défense de l'intérêt général, qu'il aurait fait courir des risques aux agents infiltrés américains dans le monde entier et qu'ayant du sang sur les mains, il ne peut pas être considéré comme un lanceur d'alerte. Chose à laquelle Snowden avait évidemment anticipé et avait averti avant même qu'il y ait cette stratégie et cette campagne de décrédibilisation de Snowden. Snowden n'a jamais communiqué à qui que ce soit des informations remettant en cause les agents infiltrés ou la protection, l'intérêt de ses concitoyens. Maintenant, ce que Assange a fait, c'était encore plus loin dans le temps. Tout a été dit sur cette affaire et je ne pourrais pas vous dire qui a raison. Mais D'accord. je comprends l'initiative de Assange qui, après avoir été traîné dans la boue pendant 15 ans, euh, aujourd'hui est à genoux dans Oui, une oui, prison anglaise bien sûr. et se défendre et essaie de, de, de s'inscrire dans la postérité pour l'engagement qu'il tient et la façon dont on a cherché à l'écraser pendant toutes ces années. Oui, ceci dit, c'est moi qui ai eu tort d'utiliser le terme jusqu'au boutiste. Je voulais plutôt dire radical, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est pas le fait qu'il poursuive encore son combat aujourd'hui. Ça, il a parfaitement raison. Et c'est presque étonnant qu'il soit encore vivant après tout ce qu'il a subi, même si j'ai l'impression qu'il n'est que l'ombre de lui-même, malheureusement. Non, pas de lui-même, ouais. Et mais non, c'était plutôt, voilà, dans son style, comment dire? Dans son style d'action. Parce que même dans son entourage, hein, je veux dire, bah, il y avait eu le film très intéressant, Le Cinquième Pouvoir, qui illustrait un peu la perspective de Daniel Dom-Scheidberg, qui était son cofondateur à Wikileaks et où finalement, il n'était pas le seul à dire que Assange était tyrannique à sa manière et que finalement, il y avait beaucoup de mise en avant, il se faisait beaucoup mousser et que même si la cause était défendable, sa manière de le faire était peut-être un peu trop dangereuse, y compris pour des personnes autour de lui, en fait. C'est plutôt ce que je voulais Oui, dire. alors Assange, il y a des dossiers dans le dossier. Vous vous souvenez, après, il y a, comme par hasard, une décennie après ces révélations, il a été accusé de viol. On a vraiment tout dit. On a tout Ouais. dit. Donc, son associé s'est prononcé. Oui, son associé s'est prononcé. Il y a eu les poursuites pénales pour viol ou agression sexuelle. Bon, je crois on a tout mélangé dans le cas d'Assange. Mais encore une fois, moi, je ne connais pas suffisamment ce dossier pour en parler et avoir un avis tranché sur la question. C'est un lanceur d'alerte. Ce que je constate, c'est que c'est un lanceur d'alerte et qui a pâti de son alerte parce qu'il mettait en cause certaines pratiques de l'État. Voilà. Ouais. D'accord. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints et je conseille donc aux spectateurs d'aller lire votre livre donc, qui est sorti le 10 mars. Les lanceurs d'alerte ne sont pas des délateurs, édition Jean-Claude Lattès, je crois. Exactement, oui, c'est un ouvrage de vulgarisation, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire que j'ai voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, rendre accessible un sujet complexe au plus grand nombre. Donc, c'est vraiment accessible par tout le monde. Et eh bien, j'espère surtout eh bien, mobiliser l'opinion et surtout que les élus s'emparent, les influenceurs s'emparent de ce livre pour essayer de faire bouger les lignes avec moi. Bon, en tout Merci de cas, m'avoir invité. bah, merci beaucoup pour votre participation. On conseille à tout le monde de se le procurer, d'aller le lire.